Merci à tous d'être venus, de vous être inscrits, de prendre le temps de venir échanger avec nous. Donc, on est sur un webinaire organisé par la Fédération régionale de Bourgogne-Franche-Comté des CUMA, avec le financement de la région. Donc, aujourd'hui, on est sur un webinaire sur les projets solaires, l'autoconsommation collective, en lien avec le territoire et les CUMA. Donc, je vais introduire et après, vous aurez l'intervention de Julien Tonneau, qui est cofondateur de la société SolarVest. Donc, juste 2-3 règles pour qu'on échange au mieux et de manière fluide. Donc, couper son micro, la plupart, vous l'avez déjà fait. On lève la main en bas sur votre écran. Vous avez une petite main pour poser des questions, sachant qu'entre chaque partie, on prendra 2-3 questions et il y aura un temps d'échange à la fin. Et si vous avez très peu de réseau, je vous conseille de couper votre caméra. Ça demande moins de bande passante. Voilà, merci. Écoutez, bonjour à tous. Julien Tonneau, donc moi je suis l'un des cofondateurs de la société SolarVest. On est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement de projets solaires agricoles en autoconsommation collective. Et donc aujourd'hui, notre métier, c'est d'accompagner les agriculteurs dans la structuration des projets, la création des communautés énergétiques et le recrutement de consommateurs, et après d'opérer les opérations d'autoconsommation collective quand elles sont créées. La thématique qu'on s'est donnée avec la Fédération des CUMA de Bourgogne-Franche-Comté, c'était de faire un zoom aujourd'hui sur les nouvelles opportunités de développement de projets solaires grâce à l'autoconsommation collective, qui est aujourd'hui une nouvelle façon de produire de l'énergie qui est mise en avant, notamment par rapport aux différents changements réglementaires qu'il y a pu avoir sur les 2 dernières années avec la baisse des tarifs. Et donc, on vous propose pour cette matinée de refaire un petit peu un panorama sur les changements réglementaires qu'il y a eu et sur la baisse des tarifs, sur les projets que vous pouvez développer sur vos exploitations agricoles, que ce soit des toitures, des ombrières, du petit sol ou de l'agrivoltaïsme. Vous expliquer dans le détail le fonctionnement de l'autoconsommation collective, son modèle économique et les opportunités que ça représente, et de regarder au sein d'un réseau CUMA les synergies et les opportunités que vous pourriez avoir. Au niveau du déroulé, chacune des séquences, on prendra un petit temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à la fin, on aura un petit peu un temps d'échange prolongé pour ceux qui auraient des questions un petit peu plus spécifiques. Donc, jusqu'à maintenant, on avait un modèle pour le développement de projets solaires qui était assez simple. C'était produire de l'électricité et la revendre via des mécanismes de soutien auprès d'EDF Obligation d'achat. Et on avait en gros 2 segments. Des projets qui allaient jusqu'à 500 kW en toiture, qui étaient portés par un guichet ouvert, qu'on appelle le S21, et ça permettait d'avoir de la visibilité, un tarif qui est connu et qui est garanti pendant 20 ans. Et pour les centrales qui sont de taille plus importante, on avait un système d'appel d'offres organisé par la Commission de régulation de l'énergie. On avait une mise en concurrence des projets, donc on n'était pas certain d'être lauréat, mais quand on l'était, de la même manière, on pouvait sécuriser des tarifs de rachat pendant une période de 20 ans. Et donc, la rentabilité des projets, et pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà mis en place des projets solaires, dépendait directement du tarif de rachat. Entre 2025 et 2026, l'État a organisé un redécoupage des politiques de soutien liées à plusieurs choses, notamment l'atteinte des différents objectifs. Et depuis la mise en place des dispositifs, l'État a toujours fonctionné de la même façon, c'est-à-dire mettre un dispositif de soutien et au fur et à mesure que la filière se développe, semestriellement, revoir à la baisse les politiques de soutien. Donc aujourd'hui, c'est redécoupé en fait en 3 segments de puissance. Les centrales solaires qui vont jusqu'à 100 kW. On a toujours un système de guichet ouvert et qui va concerner les bâtiments
les hangars et les ombrières. On va avoir un nouveau segment entre 100 et 500 kilowatts qui, cette fois-ci, passe par un système d'appel d'offres simplifié. Donc, même si l'appel d'offres est simplifié, on reste sur un dispositif où on fait une proposition de tarif et à l'issue de l'appel d'offres, il y a des lauréats, donc potentiellement des projets qui ne sont pas retenus. Et au-delà des projets de 500 kilowatts, on est toujours sur des systèmes d'appel d'offres auprès de la Commission de régulation d'énergie. Donc aujourd'hui, ça change quand même quelque chose qui est très important, c'est que le segment qui est garanti et qui vous apporte, vous, en tant qu'agriculteur, une visibilité, il est limité aujourd'hui au segment jusqu'à maximum 100 kW crête. Et pour les projets de taille plus importante, vous êtes soumis aujourd'hui à des règles de sélection des projets avec un soutien qui n'est plus forcément garanti. Donc maintenant, il n'y a plus seulement la question de la rémunération, il y a aussi une question qui se pose qui est plus complexe, qui est le risque d'obtenir ou pas un tarif de rachat pour vos dossiers. La conséquence de ce redécoupage tarifaire, il est qu'aujourd'hui, les mécanismes de soutien sont beaucoup moins intéressants que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Donc, j'ai repris là sur cette diapositive les derniers tarifs, hein, on ne refait pas tout l'historique, mais avant, sur un segment 100-500, on pouvait espérer avoir un tarif de rachat de l'État à hauteur de 95 € par mégawattheure. Avec le nouveau modèle aujourd'hui qui est proposé, sur le segment inférieur à 100 kg, on est passé de 95 € à seulement 11 € par mégawattheure. Donc forcément, la rentabilité des projets associés à cette gamme de puissance est extrêmement faible par rapport à l'état initial. Et sur le segment 100-500, on est aujourd'hui sur la première période d'appel d'offres simplifié qui a été réalisée, des lauréats autour de 88 € du mégawattheure. On sait que pour la prochaine période, les tarifs seront plus faibles et ainsi de suite pour chacun des trimestres qui vont arriver. Et concernant les projets de taille plus importante, sur les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, on a connu une période en 2023 à environ 96 € du mégawattheure et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 83 € du mégawattheure. Donc, de façon tendancielle et certaine, les tarifs d'obligation d'achat, qu'ils soient supportés par une OA ou pour un appel d'offres, sont voués à diminuer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et c'est là que l'autoconsommation collective, elle peut jouer un effet de levier important dans l'équilibre économique des nouveaux dossiers, puisque grâce à l'autoconsommation collective, on a désormais la possibilité de vendre n'importe quelle source d'énergie renouvelable localement, que ce soit à des citoyens, que ce soit à des entreprises, des industriels ou des collectivités. Et tout l'objet de ces projets-là, ça va être de réussir à vendre l'électricité localement à un prix plus élevé que les dispositifs de soutien qui existent, et en même temps permettre à ces consommateurs de réaliser une économie sur la facture pour créer un projet gagnant-gagnant. Je vous ai mis là sur la diapositive l'évolution du développement des opérations d'autoconsommation collective, donc sur la période 2024-2026. Et on voit en fait que la progression, elle est exponentielle. Ça s'explique par deux choses. Évidemment, la démocratisation du dispositif, puisque c'est un dispositif qui reste récent et encore assez peu connu, on va dire, des porteurs de projets, et qui s'est fortement accéléré sur les dernières années, justement parce qu'il y avait une baisse des tarifs de rachat et qu'on a vu dans ce modèle-là une opportunité de remettre de la rentabilité dans les projets. Donc, historiquement, si on regarde la nouvelle équation économique, avant, on reposait le modèle économique sur un tarif de rachat et c'était assez simple. Plus votre centrale produisait d'énergie, plus vous aviez une rentabilité accrue sur des projets solaires. Aujourd'hui, ce modèle-là n'est plus possible au regard des nouveaux tarifs
d'achat qui sont présents. Et donc, on va devoir réfléchir l'équilibre économique différemment. C'est-à-dire, en premier lieu, regardez, quand vous voulez développer une centrale solaire, les possibilités d'autoconsommation individuelle. Si votre exploitation agricole, elle a un atelier de transformation qui est un petit peu énergivore, il y a un intérêt économique aujourd'hui à autoconsommer, à produire de l'énergie, à l'autoconsommer sur votre ferme. Dans le cas où vous allez avoir des voisins, des entreprises, des artisans, des collectivités et des industriels, la possibilité de vendre cette énergie grâce à l'autoconsommation collective et dans tous les cas, une forme de sécurité ou de backup qui est constituée par la revente de surplus auprès des dispositifs d'achat. Donc aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas seulement de produire un maximum d'énergie solaire, ça va surtout être de trouver la valorisation économique qui est la meilleure. Je ne sais pas si sur cette première partie, vous avez des questions, notamment peut-être si un certain nombre d'entre vous ont des projets en cours avec obligation d'achat ou des projets un petit peu existants. Et si vous n'avez pas de questions, on passe à la suite. Mathilde, je ne vois pas, moi, s'il y a des questions dans le chat. Non, il n'y a pas de réaction. Je pense que tu peux passer la suite. Ok. Donc, sur cette partie-là, l'objectif, c'est de vous rebalayer un petit peu aujourd'hui en 2026, au-delà des dispositifs de soutien, la typologie des projets que vous pouvez envisager sur une exploitation agricole et avec des modalités de projet qui sont compatibles avec l'autoconsommation collective. Donc, on va retrouver les 5 grandes familles de projets que vous connaissez déjà, pour lesquels vous avez peut-être déjà développé des projets ou vos voisins. Ça va être le fait d'équiper une toiture photovoltaïque sur un bâtiment existant, de réfléchir à équiper en toiture photovoltaïque un nouveau bâtiment ou une ombrière. Et après, les 2 autres possibilités que vous avez aujourd'hui de porter comme projet, c'est soit du petit sol sur votre exploitation agricole avec des panneaux au sol sur des terrains qui sont non exploités, ou la possibilité de faire de l'agrivoltaïsme en couplant soit avec une production agricole céréalière, soit en couplant ça avec un atelier d'élevage. On va traiter dans cette partie-là uniquement les projets qui peuvent être supportés par des exploitations agricoles, donc que vous pourriez financer vous-même. Donc, on va toujours être dans un contexte de petites toitures, de petits projets au sol ou de petit agrivoltaïsme, même si les projets agrivoltaïques portés aujourd'hui par des agriculteurs sont de taille un petit peu plus conséquente par rapport aux différents segments. Sur un projet de toiture, donc que ce soit une toiture existante ou un nouveau hangar, aujourd'hui, il y a une nouveauté dans les textes réglementaires. On vous impose désormais un passage en CDPNAF, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous aviez juste à obtenir le permis de construire pour le bâtiment ou une déclaration préalable pour la partie solaire. Maintenant, on impose que tout projet solaire ait un passage en CDPNAF, notamment pour s'assurer en fait de la légitimité à construire un nouveau bâtiment et à l'équiper de centrales solaires. Cette nouvelle disposition, elle fait un peu écho au fait que il y a quelques années, au moment où les tarifs étaient les plus élevés, il y a pu avoir des dérives avec de la construction de bâtiments qui étaient financés par le solaire sans réel besoin agricole. Donc aujourd'hui, ça, c'est la nouvelle obligation que vous allez avoir. Et pour tous les projets, que ce soit de toiture ou d'ombrière, vous allez avoir la possibilité de mettre en place de l'autoconsommation collective. Si les projets sont en obligation d'achat avec un S21, pour tous les nouveaux projets pour lesquels vous déposeriez un appel d'offres simplifié, ou pour des projets avec de taille avec un peu plus d'envergure sur des appels d'offres de la CRE. Concernant les anciens projets, si jamais vous avez développé et que vous avez été pionnier il y a 20 ans en faisant une première toiture photovoltaïque, d'ici quelques temps, vous aurez du coup la fin de votre contrat d'obligation d'achat qui va arriver à terme, et vous pourrez rejoindre une opération d'autoconsommation collective à ce moment-là. Tous les anciens
projets qui ont une obligation d'achat en dehors du S21 ne peuvent pas basculer en autoconsommation collective avant l'échéance de leur contrat d'achat. Au niveau des centrales au sol, donc il y a eu une nouvelle disposition qui a été introduite par la loi APER, dont vous avez peut-être entendu parler, qui concerne les projets en petit sol avec le document cadre. Donc il y a un travail qui a été réalisé à l'échelle départementale, donc conjointement avec les services des départements et des chambres d'agriculture, pour identifier sur votre territoire l'ensemble des parcelles qui pouvaient être éligibles pour accueillir des centrales solaires au sol, donc sans avoir besoin de maintenir une production agricole. Et vous avez aussi une possibilité aujourd'hui de valoriser des parcelles qui ne seraient plus exploitées depuis 2013 et qui se situent dans un périmètre de 100 mètres autour d'un bâtiment existant. Donc, typiquement, nous, on voit des projets là qui voient le jour où sur des hangars agricoles, il y avait des anciennes, soit des aires de manœuvre, soit des aires de stockage de matériel à l'extérieur, qui n'ont jamais été remis en production et qui, elles, peuvent être éligibles pour accueillir des projets petits sols. Donc ça présente l'avantage que c'est des projets qui sont facilement réalisables, à la fois d'un point de vue administratif et à la fois d'un point de vue financier, puisqu'une centrale au sol, c'est la gamme de projets qui coûte le moins cher, et qui va être totalement compatible avec de l'autoconsommation collective, que ce soit en faisant un projet 100% en autoconsommation collective, ou que ce soit en s'appuyant soit sur les mécanismes d'appel d'offres simplifiés, soit sur les mécanismes d'appel d'offres auprès de la CRE. Et le dernier segment de projet que vous pouvez développer, donc les centrales agrivoltaïques. Alors, on ne parle pas ici des grands projets pour lesquels vous allez être en partenariat avec des énergéticiens qui vont porter capitalistiquement le projet et pour lesquels vous allez recevoir un loyer en contrepartie d'exploiter les terres agricoles et de les accueillir. Là, on est plutôt sur une logique où vous développeriez en propre un petit projet agrivoltaïque entre 500 kW crête et 1 méga de puissance installée. Donc, ces nouveaux dispositifs, ils sont rendus possibles par la loi APER avec une définition de l'agrivoltaïsme et un cadre très précis pour démontrer en fait la synergie et l'intérêt du projet agricole qui découle de mutualiser sur une même parcelle une production solaire avec soit un atelier d'élevage, soit un atelier de production végétale. Et pour ces projets-là, aujourd'hui, le mécanisme de soutien qui va être privilégié, ça va être des appels d'offres de la CRE, soit sur des projets innovants, soit peut-être demain sur des appels d'offres dédiés à l'agrivoltaïsme, et qui de la même manière sont compatibles pour vendre tout ou partie de l'énergie localement à des consommateurs locaux. Sur cette dernière slide, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu un système d'arbre de décision, c'est-à-dire si aujourd'hui vous envisagez de développer un projet, il ne suffit plus aujourd'hui de simplement se poser la question du support, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un projet sur une toiture ou est-ce qu'on fait un projet sur une parcelle agricole. On va devoir coupler du coup deux sujets. Le premier, qui est évidemment la nature du projet qu'on veut développer. Alors là, on a séquencé un peu les projets, on va dire, du plus simple au plus difficile en termes de développement et en termes de contraintes administratives. Donc effectivement, vous pouvez vous poser la question d'avoir ou pas une toiture à équiper et de se dire qu'équiper une toiture existante sera toujours préférable à construire un nouveau bâtiment pour mettre une centrale solaire, puisque ça n'aurait de sens que si vous avez vraiment un besoin de surface de stockage à l'intérieur de ce bâtiment. Et ensuite, de se poser les questions du foncier disponible dans le cadre du document cadre ou la possibilité pour vous de créer un atelier compatible avec de l'agrivoltaïsme. Et l'étape 2, qui est sûrement aujourd'hui la plus importante, qui va être de se poser la question du débouché de l'énergie, à savoir est-ce que vous avez vous-même sur votre exploitation agricole des besoins énergétiques, et dans ce cas-là, réfléchir en priorité à de l'autoconsommation individuelle,
Et au niveau des débouchés supplémentaires, est-ce que localement, vous avez la possibilité ou non de commercier de l'électricité aux entreprises, aux acteurs économiques de votre territoire? Et donc aujourd'hui, un bon projet, c'est un projet dans lequel on va regarder la cohérence entre le support et le débouché énergétique qu'on peut avoir. Avant de passer au sujet plus précis de l'autoconsommation collective et de son détail de fonctionnement, est-ce que vous avez des questions sur les différents projets sur la base des 5 là qu'on vous a présentés et de leur compatibilité avec l'autoconsommation collective? N'hésitez pas, hein, vous pouvez poser aussi par écrit dans le chat. Je relayerai. Oui, Franck. Julien, si tu veux, en attendant, il y a une question dans le chat de Mehdi. Même pour des bâtiments agricoles, il faut passer par la CDPNAF, point d'interrogation. Oui, aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais. Quand vous allez créer un nouveau bâtiment alors, agricole avec du photovoltaïque, vous avez cette obligation de passer en CDPNAF. Donc, il y a Léa, si tu peux poser ta question. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question pour les surfaces inférieures à 100 kW crête. Tu as donné un montant, mais il n'y a pas des planchers. Après, je pense que pour les bâtiments agricoles, c'est généralement inférieur à 100 kW crête. Mais il me semble qu'il y a des paliers de rémunération du S21. Enfin, c'est pas que en inférieur à 100, c'est par palier de 9 de 3 à 9, de 9 à je sais plus combien. Tout à fait. Effectivement, je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail-là, mais pour le segment tarifaire donc de soutien S21 de 0 à 100 kW crête, ou plutôt 99 kW crête, on va avoir effectivement des tarifs de rachat qui vont être segmentés sur différentes tranches. Et en fait, l'État a créé ce dispositif pour soutenir les projets qui sont vraiment des projets de particuliers, c'est-à-dire un habitant qui met quelques panneaux sur sa toiture pour soit autoconsommer, soit pour revendre, et après jusqu'à des projets de taille plus conséquente, 100 kW. Pour donner un ordre de grandeur, une centrale de 100 kW sur une toiture, ça correspond à un bâtiment de 500 mètres carrés. Donc là, on est déjà sur des activités soit commerciales, soit des artisans, soit typiquement le projet typique agricole, un hangar de 500-600 mètres carrés et 100 kW crête installée dessus. Et du coup, le montant que tu as donné, c'est quoi? C'est une moyenne? Tu avais mis un montant? Non, aujourd'hui, ça va être pour le segment supérieur, pour les centrales les plus puissantes. J'avoue que je n'ai pas regardé le tarif pour les particuliers. Je vous le remettrai dans le chat juste après. Du coup, j'ai la question de Franck en écrit. Pour des projets agrivoltaïques de moins de mégas, quelles démarches sont à faire avant la CDPNAF pour proposer l'autoconso collective? Donc c'était bien ça. C'est moins de 1 méga. Franck a précisé 999 kW crête. Tout à fait. Alors, je reprends la question. Donc, sur tous les projets, de manière générale, vous allez avoir des autorisations administratives qui vont être différentes. Il y a toujours l'obtention d'un permis de construire. Il va y avoir une demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau, donc généralement Enedis sur la majorité des territoires, pour valider la possibilité de raccordement, parce que certaines boucles physiquement sont saturées par des projets et on n'est pas toujours certain de pouvoir raccorder des centrales sur le territoire. Pour les projets inférieurs à 1 MW de puissance installée, normalement, on va être exempté d'études d'impact, mais qui peut quand même être demandé dans certains cas par les on est en zone sensible. Et après, la dernière démarche va être effectivement d'aller chercher un dispositif de soutien. Donc là, on sera dans le cadre d'un appel d'offres de la Creux et éventuellement toutes les démarches qui pourraient être liées au montage d'un dossier en autoconsommation collective. Du coup, Franck, ça répond à votre question. Vous pouvez mettre oui dans le chat ou non. J'ai vu une autre question sur le chat de Julie Savarin
qui se demandait où est-ce qu'on peut trouver les terrains éligibles pour les centrales au sol. Alors, c'est des travaux qui ont été engagés à l'échelle nationale par chacun des départements. Et normalement, les préfectures ont sorti un arrêté qui cartographie l'ensemble des parcelles qui ont été rentrées dans ce fameux document cadre dont je vous parlais. Et donc, en vous rapprochant des services de la préfecture, vous pouvez avoir accès à cette base de données. Est-ce que ça répond à votre question, Julie? Donc, soit vous vous rapprochez des services de la Oui, elle me préfecture. l'a marqué, merci. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre chambre d'agriculture. Souvent, ils ont été mis dans la boucle de la constitution de ces documents cadres et ont sûrement le document final à vous transmettre. Je sais qu'à l'échelle nationale, certains départements n'ont pas encore publié la finalité de ces travaux, mais si ce n'est pas encore fait, ce le sera dans les prochains mois. Il y a Franck qui dit, pour parler de l'autoconso en CDPNAF, pour améliorer l'acceptabilité du projet, y a-t-il des démarches à faire ou est-ce qu'on l'évoque seulement? Alors, quand vous allez passer en CDPNAF, en fait, au-delà du passage en CDPNAF, souvent, les commissions, elles vous demandent de préparer un petit dossier, donc un petit rapport dans lequel vous allez justifier la raison pour laquelle vous souhaitez mettre en place ce projet. Donc, si c'est en lien avec une toiture photovoltaïque sur un bâtiment, c'est de justifier que le bâtiment est bien dimensionné par rapport à vos besoins. Sur les aspects de centrales qui seraient au sol ou de petites agrivoltaïsmes, de la même façon, vous devez justifier de la compatibilité de ce projet avec les aspects réglementaires et d'urbanisme, puisque la CDPNAF en fait fait suite à un dépôt de permis de construire. Et évidemment, tous les arguments qui vont être mis en avant sur le fait que le projet a du sens, sur le fait qu'on crée une synergie locale, que le territoire va avoir un bénéfice direct de la mise en œuvre de ce projet, c'est des éléments qui vont être intéressants à mettre en avant. Néanmoins, c'est pas parce que vous faites un joli projet de territoire et qu'il y a des retombées concrètes favorables sur celui-ci que vous aurez forcément une autorisation du projet. Ce que va regarder avant tout l'administration, c'est la compatibilité du dépôt du dossier avec les obligations réglementaires. Mais dans tous les cas, prévoyez effectivement dans vos passages en CDPNAF de mettre en avant toutes les plus-values que vous pouvez avoir, que le territoire peut avoir grâce à votre projet. Merci. On passe à la suite. Pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre. Donc, comment fonctionne l'autoconsommation collective? Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet et du webinaire. Le principe aujourd'hui de l'autoconsommation collective, c'est de pouvoir produire localement et commercialiser localement son électricité. Donc en fait, à l'échelle d'un territoire, on va créer ce qu'on appelle une communauté énergétique. Et une communauté énergétique, c'est une nouvelle façon de produire et de se partager l'énergie, puisqu'on va regrouper au sein du territoire des producteurs d'énergie renouvelable et des consommateurs. Donc concrètement, sur un territoire donné, si vous avez une centrale au sol, si vous avez un artisan qui a des panneaux solaires sur sa toiture, ils auront la possibilité de commercialiser cette électricité auprès de l'ensemble des acteurs économiques du territoire, que ce soit les bâtiments municipaux ou les bâtiments des collectivités, que ce soit les artisans, les commerçants, les industriels, et évidemment les autres agriculteurs. Cette idée, c'est vraiment de créer un club, un peu comme si on créait une association entre des producteurs d'énergie et des consommateurs qui veulent spécifiquement consommer l'énergie de ce territoire. Et c'est la mise en place, en fait, de ce deal gagnant-gagnant entre producteurs et consommateurs qui va permettre de générer pour les uns une meilleure valorisation des électrons et pour les autres une économie à la fin du mois sur leur facture d'électricité. Concrètement, comment ça se passe? Si vous faites un projet et que vous commercialisez votre électricité à plusieurs kilomètres, dans tous les cas,
on va avoir un système qui va passer par le réseau électrique de production. C'est-à-dire que votre centrale, elle reste toujours raccordée au réseau Enedis. Elle injecte l'ensemble de ses électrons sur le réseau. Lui, le réseau joue son rôle de distribution et de transport de l'électricité. Donc, il va acheminer des électrons auprès des différents consommateurs, aussi bien les électrons qui viennent de votre production photovoltaïque que les électrons fournis par n'importe quel fournisseur auprès des consommateurs. Donc, on a bien une décorrélation physique entre le point d'injection et les consommations. Et ça, c'est rendu possible. Pourquoi? C'est rendu possible grâce au gestionnaire de réseau qui a mis en place des compteurs intelligents, les fameux petits compteurs Linky, des compteurs connectés. Et c'est eux qui s'occupent de faire le comptage. Donc, c'est eux qui s'occupent de faire l'attribution des kilowattheures produits chaque heure par votre centrale photovoltaïque avec les consommateurs qui vont consommer au même moment où vous produisez de l'énergie. C'est eux qui se chargent de l'affectation de ces kilowattheures. Donc, pas besoin ni de stocker l'énergie, ni de faire des raccordements complexes avec les participants de l'opération. Donc, c'est quelque chose qui va être très souple. Et c'est aussi ce qui permet de gérer le fait qu'il y ait des consommateurs qui pourraient être votre partenaire pendant 3 à 5 ans, et puis au bout de 5 ans, en changer ou intégrer des nouveaux consommateurs. Étant donné que c'est en fait de l'autoconsommation collective mais virtuelle, on n'a pas de difficulté à mettre ça en place. Au niveau d'une opération d'autoconsommation collective, on va avoir différents intervenants, et chaque intervenant va avoir un rôle précis dans cette opération d'autoconsommation collective. Évidemment, le premier rôle, ça va être celui du producteur, donc c'est celui qui détient la centrale photovoltaïque. Lui, il va produire l'électricité, l'injecter sur le réseau et le vendre à des consommateurs. Donc le deuxième partenaire de cette opération d'autoconsommation collective, c'est le consommateur. Donc le consommateur, il va acheter une partie de son énergie à la centrale ou aux centrales photovoltaïques qui sont dans l'opération d'autoconsommation collective, et en même temps, il va continuer à acheter ses surplus de fourniture auprès de son fournisseur historique. On ne vient pas remettre en cause du côté du consommateur son contrat d'achat d'énergie. On vient rajouter un contrat supplémentaire avec le producteur, mais on n'efface pas le contrat historique. Et cette relation entre producteur et consommateur, elle est liée à travers ce qu'on appelle la PMO. Donc, c'est l'acteur numéro 3 sur le schéma qui correspond en fait à la personne morale organisatrice. Donc, la PMO, elle peut avoir différentes... C'est l'entité juridique qui va porter le projet d'autoconsommation collective, et c'est au sein de la PMO qu'on va regrouper les producteurs et les consommateurs. La PMO, elle peut avoir différentes formes juridiques. La plus utilisée aujourd'hui, c'est une association de loi 1901 dans lesquelles les adhérents de cette association, ce sont les producteurs et les consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective. Ça peut aussi être une société dédiée. Il y a des gens qui ont développé des PMO sous forme sociétaire. Et le rôle de cette PMO, elle organise l'opération. Donc, c'est elle qui va définir, en tout cas, c'est elle qui porte la responsabilité de la répartition de la production entre les différents consommateurs et les producteurs. C'est elle qui s'occupe de faire les démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau et de communiquer ce qu'on appelle les clés de répartition, c'est-à-dire l'attribution, l'allocation des mégawattheures produits au profit de chacun des consommateurs. Le quatrième intervenant d'une opération d'autoconsommation collective, c'est Enedis, c'est le gestionnaire de réseau. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est celui qui mesure les flux, c'est celui qui assure la comptabilité, et en fait, il va jouer le rôle de tiers de confiance. C'est parce que Enedis a des compteurs connectés et qu'il est capable, au pas de temps, de 5 minutes toute la journée, de tous les jours de l'année, de savoir qui consomme quoi à quel moment, qui peut communiquer auprès de la PMO les consommations réelles à affecter aux différents consommateurs. Le cinquième partenaire, c'est le fournisseur d'électricité, puisque le fournisseur d'électricité reste présent pour chacun des consommateurs, puisque de toute façon,
vous allez consommer des électrons la nuit, vous allez consommer des électrons l'hiver à des moments où la centrale solaire ne produit pas, donc vous aurez toujours besoin de maintenir le fournisseur. Et lui, ce fournisseur, il est informé du fait que vous avez rejoint une opération d'autoconsommation collective et que potentiellement, pendant les heures de production de la centrale, il va être amené à ne pas vous livrer d'électricité. Le 7e partenaire, ça peut être un gestionnaire ou un prestataire qui gère pour vous les aspects administratifs de l'opération d'autoconsommation collective. Typiquement, pour les producteurs, faire la facturation mensuelle auprès de tous les consommateurs, faire les dépôts légaux auprès de l'administration, le remboursement des taxes, etc. Et le dernier intervenant, qui est un intervenant qui est important, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire de périmètre d'équilibre. C'est un partenaire technique au même titre qu'Enedis, sauf que lui, il est là pour assurer la stabilité en fait, sur le réseau et s'assurer que tous les électrons qui sont produits et livrés sur le réseau ont bien un débouché physique, et notamment pour les énergéticiens ou pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, c'est eux qui gèrent ce qu'on appelle la gestion des écarts. Pour illustrer cela, si on prend un exemple de centrale solaire, donc imaginons une toiture d'un bâtiment qui fait 100 MWh par an d'énergie produite sur un bâtiment de 500 à 600 mètres carrés. Il va injecter 100% de sa production des 100 MWh sur le réseau public, sur le réseau d'Enedis, et ces électrons vont être affectés à une opération d'autoconsommation collective qui regroupe ce producteur et différents consommateurs. Dans l'exemple qu'on prend, on va avoir une consommation totale des participants, donc les particuliers, les entreprises, la collectivité, les industriels, à hauteur de 70% de l'énergie produite, donc ils vont consommer 70 MWh par an, qui seront vendus directement à des consommateurs finaux. Et les surplus, eux, vont être affectés sur le réseau et rachetés avec deux possibilités. Soit vous avez fait un appel d'offres simplifié et tous les surplus seront rachetés au prix de l'appel d'offres simplifié, soit vous avez fait un deal en vendant l'énergie au prix du marché. Et donc l'idée, c'est que sur un projet d'autoconsommation collective, la part des consommateurs, elle n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'une communauté pourrait très bien consommer 100% de l'énergie produite, ou moins, et après, c'est le dispositif de valorisation des surplus qui prend le relais lorsque les surplus existent. Au niveau de la facturation, on a aussi, du coup, ça c'est important de se mettre à la place du consommateur pour comprendre en tant que participant comment est-ce qu'il va être impacté. Avant de participer à une opération d'autoconsommation collective, les consommateurs, ils ont un fournisseur d'énergie qui leur livre et leur facture de l'énergie tous les mois. À partir du moment où on va mettre en place une opération d'autoconsommation collective, le participant, il va rester attaché contractuellement à son fournisseur pour fournir les kilowattheures de nuit et les kilowattheures d'hiver, et il va être rattaché à un producteur grâce à l'opération d'autoconsommation collective et à la personne morale organisatrice qui lie le producteur au consommateur. Donc pour lui, comment est-ce que ça va se passer? Il va toujours avoir d'un côté sa facturation historique, mais uniquement sur les kilowattheures fournis par son fournisseur. Et en complément, il va recevoir tous les mois une deuxième facture qui sera émise par le producteur par rapport aux électrons qui auront été produits par la centrale solaire et qu'il aura consommé d'un point de vue temporalité. Donc, pour le consommateur, ça ne change pas grand-chose, mais ça lui rajoute une étape de facturation mensuelle supplémentaire avec à chaque fois une nouvelle facture émise par le producteur. Il y a une deuxième règle qui est importante à comprendre, qui concerne à la fois les producteurs et les consommateurs, ça va être le périmètre d'action de la communauté énergétique. Vous ne pouvez pas vendre votre énergie à n'importe qui et à l'autre bout du territoire français. Vous allez pouvoir vendre l'énergie localement, en tout cas c'est l'objectif de l'autoconsommation collective, il va y avoir différents régimes.
Le régime de base, ça va être de pouvoir commercialiser l'électricité à 2 km autour de l'unité de production, donc autour de la centrale solaire. Et cela concerne les projets jusqu'à une puissance maximale de 5 MW. Donc autant dire que pour faire une communauté énergétique de 5 MW, soit il faut avoir un très gros projet, soit il faut mutualiser plusieurs petits projets avec plusieurs producteurs. Donc la règle de base, c'est 2 km, mais chemin faisant sur le développement de la filière d'autoconsommation collective, le législateur s'est rendu compte que sur un grand nombre de territoires, en particulier les territoires ruraux, en fait, dans un rayon de 2 km, ça pouvait être trop petit. En tout cas, on pouvait se retrouver dans des configurations où il n'y avait pas assez de consommateurs pour permettre l'émergence de projets d'autoconsommation collective. Donc, le législateur a créé des systèmes de dérogation qui permettent d'étendre le périmètre, entre guillemets, de chalandise des consommateurs à 10 km et à 20 km. Et qu'est-ce qui vous permet d'être dans un rayon de 10 ou dans un rayon de 20 km? Ça va être lié à la densité de population de vos communes. Donc, les communes les plus rurales ont un périmètre d'action de 20 km. Les communes rurales ont un périmètre d'action de 10 km. Et globalement, aujourd'hui, cette règle-là, elle permet vraiment d'envisager des projets partout sur le territoire. Et donc, en région Bourgogne-Franche-Comté, quand on regarde les périmètres dérogataires auxquels vous avez accès, dans la majorité des cas, on sera dans des situations 20 km et 10 km, et ce qui permet d'avoir du coup une assiette beaucoup plus large pour aller identifier des consommateurs et contractualiser des contrats de vente avec eux. Il y a un autre système dérogataire qui existe, mais qui est spécifique pour les collectivités quand ils font ce qu'on appelle des projets patrimoniaux, c'est-à-dire la collectivité développe ses outils de production et autoconsomme sur ses bâtiments publics. Eux, ils peuvent avoir un périmètre dérogataire qui s'étend à l'échelle de leur intercommunalité et ils peuvent aller jusqu'à des projets de 10 MW. Mais aujourd'hui, dans les faits, c'est principalement des projets portés par des producteurs individuels ou qui se regroupent avec plusieurs petites centrales dans la limite de 5 mégas dans des rayons de 10 à 20 km. Est-ce que sur les règles de l'autoconsommation collective, vous avez des questions? Oui, bonjour. J'ai une première question. C'est pour le consommateur qui va donc avoir deux factures. Souvent, les factures d'électricité, il y a le prix de l'électron, on va dire, et tu as tous les frais associés, l'acheminement, le réseau, je sais pas quoi. C'est doublé aussi, ça, pour le consommateur, du coup? Non, alors, c'est une très bonne question. On en parle un petit peu dans la suite, mais on peut anticiper Ok. le sujet pour avoir déjà des premiers éléments de réponse. Il y a une autre question qui arrive, hein, donc, Quand on a comme ça une facturation par deux entités des électrons, ce que va facturer le producteur de l'autoconsommation collective, c'est uniquement la partie molécule d'électricité. L'ensemble des taxes afférentes à l'acheminement des électrons et l'abonnement sont portés intégralement par le fournisseur historique. Donc, vous allez recevoir une facture du fournisseur avec les électrons qu'il vous a vendus, avec son abonnement et avec l'ensemble des taxes d'acheminement, c'est lui qui les collecte. Et votre producteur votre producteur solaire qui vous vend de l'énergie, lui, ne vous facture que des électrons. Merci, super. la question de Mehdi, peut-être. Il me semblait que l'opération d'ACC était patrimoniale de base. Et pour le périmètre de 2 km, faut-il émettre une dérogation ou toute opération d'ACC à ce périmètre de base? Alors, donc sur la notion patrimoniale, c'est la philosophie quand le dispositif a été créé par l'État, c'est-à-dire qu'à l'origine, les premiers projets qu'on fait de l'autoconsommation collective, c'était des immeubles qui installaient des toitures, des panneaux photovoltaïques sur leur toiture et après qui partageaient entre les différents appartements l'électricité produite.
Et puis, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait vendre aux habitants de l'immeuble d'en face. On pouvait aussi vendre à des commerçants situés dans les rues avoisinantes et ainsi de suite jusqu'à étendre un périmètre de 20 km. Aujourd'hui, on a souvent dans les opérations, si par exemple, vous, en tant qu'agriculteur, vous développez une centrale solaire et que vous faites de l'autoconsommation collective, vous allez mettre en autoconsommation individuelle patrimoniale, sûrement le corps de ferme, votre maison d'habitation. Si vous avez d'autres outils de production, vous allez les mettre dedans et c'est effectivement ce qu'on va appeler du patrimonial. Par contre, tout ce qui va être vendu à l'extérieur à des voisins, des entreprises, ça, c'est ce qu'on appelle du périmètre étendu. Et effectivement, pour avoir accès à un périmètre étendu au-delà de 2 km, il faut faire une demande de dérogation. Donc, on fait une demande de dérogation qui est très facile aujourd'hui à obtenir. Moi, je n'ai pas connaissance de porteurs de projets qui se soient vus refuser les demandes de dérogation. Et pour faire cette dérogation, il faut envoyer un courrier avec une petite carte qui précise la localisation de chacun des participants. Et pour chacun des participants, il faut faire une mesure. Donc, on va utiliser des outils de base comme Google Maps ou Géoportail, où on démontre que du point de production jusqu'au point de consommation, à vol d'oiseau, on est bien dans le périmètre de dérogation demandé. Donc, si à un moment, vous avez quelqu'un qui est à 19 km, vous demandez un périmètre dérogataire de 20 km, vous justifiez par une petite cartographie la distance entre vous et le consommateur, il n'y a pas de problème. Si par exemple, il se situe à 21 km, dans ce cas-là, il ne pourra pas faire partie de l'opération d'autoconsommation collective. Ok, merci. Cuma parfumeuse, du coup. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'était sur la durée du contrat. Est-ce qu'il y a une durée définie à faire signer aux acheteurs d'électricité? Alors, aujourd'hui, on est sur un système de contrat de gré à gré. Donc, en fait, vous pouvez définir l'ensemble des clauses et des règles d'indexation de prix ou de durée. Vous n'avez aucune obligation, c'est à négocier avec votre futur consommateur. Les seuls consommateurs que vous ne pouvez pas engager sur une durée supérieure à 1 an, ce sont les particuliers, puisque le Code de l'énergie prévoit qu'un particulier ne peut pas être engagé dans un contrat de plus de 1 an. Et donc, pour tous les industriels, les collectivités, vous pourrez définir ensemble la durée qui convient à tout le monde. Pour les particuliers, ce sera systématiquement 1 an, maximum. Merci. Léa? Oui, pour la PMO, est-ce que, donc, si c'est une association, il faut absolument que les consommateurs et les producteurs adhèrent à la PMO, ou ça peut être une structure juridique indépendante qui gère justement juste la relation producteur-consommateur Non, il faut systématiquement que l'ensemble des participants soient regroupés dans la PMO et c'est la PMO qui déclare ses participants au gestionnaire de réseau à Enedis. Donc après, ils peuvent être soit regroupés en association et ils sont adhérents, soit c'est une structure commerciale qui joue le rôle de PMO et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une preuve, soit de cotisation, soit autre, pour justifier qu'ils sont bien rattachés au projet. Mais ça ne peut pas être fait séparément. Et de la même façon, lorsque vous avez des participants qui quittent l'opération, c'est le rôle de la PMO d'aller déclarer à Enedis la sortie des participants et de mettre à jour régulièrement l'ensemble des personnes qui sont participantes à cette opération. Mais par exemple, si je prends le cas qu'une fédération voudrait être PMO, je ne pense pas, vu qu'on est des associations, les agriculteurs, les CUMA cotisent déjà, mais il faudrait que les consommateurs cotisent pour adhérer à notre association. Non, votre PMO, vous pouvez faire une cotisation gratuite. Vous n'avez pas d'obligation à ce que l'intégration de l'association soit payante. Par contre, si vous imaginez qu'une CUMA puisse devenir PMO, il faudra distinguer dans les statuts de la CUMA 2 choses. C'est est-ce qu'un agriculteur adhérent à la CUMA est systématiquement adhérent de la PMO ou créer un système de collège, c'est-à-dire que quand on est adhérent à la CUMA, soit on adhère à la CUMA sur le volet matériel ou sur le volet
de tous les services que vous pouvez proposer, soit vous adhérez au volet PMO. Mais la PMO, elle ne peut pas être l'entité qui est productrice. Si, ça peut arriver. Par exemple, si vous créez une société support de projet, elle peut porter et les investissements et porter la responsabilité de la PMO. Si, ça c'est tout à fait envisageable. Donc si la CUMA porte des panneaux solaires sur son bâtiment et qu'elle peut être PMO également. Exactement, exactement. Mais ça implique, je veux dire, toutes les responsabilités administratives et financières de comptabilité des factures, de gestion de la facturation, avec le gestionnaire de réseau, tout ça, quoi. Après, Tout ça à peut fait. être délégué, ça. Tout à fait. Donc, c'est bien la personne morale organisatrice qui a la responsabilité légale. Par contre, la personne morale organisatrice peut très bien confier cette prestation de gestion à un tiers. De la même façon que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez des obligations légales vis-à-vis de l'État pour payer vos impôts sur la société, faire vos déclarations annuelles, mais vous pouvez sous-traiter tout ou partie de ces tâches administratives à un cabinet comptable. Et donc, de la même façon, vous pouvez sous-traiter la gestion de l'opération d'autoconsommation collective à un tiers. Nous, par exemple, c'est ce qu'on peut proposer à des porteurs de projets agriculteurs qui n'ont pas envie de se rajouter des démarches administratives et de la facturation tous les mois. Ok, merci. Merci. On va prendre les autres questions. Ça va être la parfumeuse. Et après Mehdi. Oui, toujours sur ce PMO là. Donc, les acheteurs d'électricité adhèrent à la PMO, mais c'est bien le producteur qui facture aux adhérents de la PMO. C'est pas la PMO qui facture. Vous pouvez avoir les deux schémas, c'est-à-dire que les producteurs peuvent facturer en direct chacun des consommateurs, et la PMO, dans ce cas-là, elle joue uniquement le rôle de s'assurer que ce qui est facturé, c'est bien compatible avec ce que Enedis a remonté comme information de comptage. Ou alors, la PMO peut faire la facturation pour le compte de ses producteurs, si chacun des producteurs lui délègue cette compétence. Vous avez la D'accord. possibilité de faire les deux. Et puis, est-ce qu'il y a possibilité, avec ce système de collectif, de mettre des batteries Vous pourriez tout à fait mettre des batteries en amont ou en aval du projet, c'est-à-dire soit coupler la centrale solaire avec des batteries et livrer l'énergie au fur et à mesure, ou alors mettre des batteries chez les consommateurs pour recharger les batteries au moment où la centrale solaire produit. En fait, pour une opération d'autoconsommation collective, c'est vrai que depuis le début, je vous parle de producteurs et de consommateurs, mais en réalité, ce que regarde Enedis, c'est un point de livraison et c'est des points de livraison. Donc des points de livraison pour ceux qui produisent de l'énergie et des points de livraison pour ceux qui la consomment. Et rien ne vous empêche sur un point de livraison d'avoir un équipement technique et une batterie. D'accord, merci. Mehdi. Oui, moi, très rapide, vous avez parlé de l'émission de factures et potentiellement de délégation que le producteur peut faire à la PMO, etc. Alors moi, il me semblait que à partir du moment où il y a émission de facture d'électricité et achat-vente, il y a un besoin d'une autorisation de fourniture. Donc, Tout à fait. voilà, donc c'est ma question en fait, est-ce que c'est bien le cas et du coup, est-ce que tout le monde peut être peut faire ces factures-là ou non? Mais du coup, non, j'imagine. Ouais. Il va falloir une délégation. Donc, effectivement, le Code de l'énergie prévoit que n'importe quel producteur, fournisseur d'énergie renouvelable dispose d'une autorisation de vente. Donc ça, c'est la première obligation. Et pour obtenir cette autorisation, vous pouvez faire une demande, c'est-à-dire que vous êtes producteur d'une centrale solaire sur une toiture agricole, vous faites une demande à l'État pour leur dire écoutez, moi je vais faire un projet d'autoconsommation collective, j'ai besoin d'une autorisation de commercialisation, donc voici la demande dûment complétée, est-ce que vous m'autorisez? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez vous appuyer sur des acteurs qui disposent déjà de ces autorisations en les nommant en tant que mandataires pour vous. Et donc, les entreprises aujourd'hui qui sont habilitées à faire ça, il y a un certain nombre de fournisseurs d'énergie et de gestionnaires de périmètres d'équilibre qui ont aussi acquis cette compétence, notamment
pour pouvoir appuyer les projets d'autoconsommation collective, parce que c'est un trou dans la raquette ou c'est un frein administratif pour un certain nombre de porteurs de projets. C'est de se dire, moi, je suis un agriculteur sur mon exploitation avec un petit projet, je ne vais pas m'embêter à devenir fournisseur d'énergie. Comment on règle ce problème? Et donc, certains acteurs se sont structurés pour ça. Et il faut séparer quand même deux choses sur ce sujet. C'est l'obligation légale du producteur-fournisseur à obtenir cette autorisation et les obligations au moment de la création de l'opération d'autoconsommation collective. C'est-à-dire que quand vous créez une opération d'autoconsommation collective, on ne vous demande pas si vous avez obtenu ou pas cette autorisation. Et donc, aujourd'hui, il y a des projets qui sont producteurs et qui vendent de l'énergie qui n'ont pas cette autorisation. Et ça, c'est une problématique. Du coup, il y a, parce que ce n'est pas les mêmes lois qui encadrent et qui pilotent ces deux sujets, on a un espèce de trou dans la raquette qui a été identifié par la filière. Et aujourd'hui, la filière a fait des demandes de dépôt d'amendements pour justement supprimer cette obligation pour les producteurs en autoconsommation collective, pour qu'il y ait une simplification des démarches administratives et que ce ne soit pas un frein au développement. Mais pour l'instant, les amendements qui ont été portés ont été refusés. Mais c'est un sujet sur lequel la filière travaille activement pour simplifier les démarches. C'est bon. Merci. D'autres questions ou on passe à la suite? Si c'est bon pour vous, on passe à la suite et vous verrez, il ne reste plus beaucoup de slides. On va pouvoir tenir l'objectif de planning. Il y avait une première information que je voulais vous délivrer qui fait écho à la question de la facturation, qui est de se demander comment est-ce qu'on construit le prix local, c'est-à-dire à quel prix est-ce qu'on va vendre l'électricité qui est produite par la centrale. La première chose à comprendre, c'est le schéma que vous avez sur la gauche, c'est la structuration aujourd'hui d'une facture d'un consommateur. Aujourd'hui, sur une facture, si vous regardez toutes les petites lignes de votre fournisseur, vous allez retrouver un prix pour la molécule, vous allez retrouver des taxes qu'on appelle les droits d'accise, les anciennes TICFE, CSPE, vous allez avoir des droits d'acheminement, vous allez avoir de la TVA et vous allez avoir un abonnement. Aujourd'hui, comment on va construire le prix de vente de l'électricité solaire? On va se baser sur le prix de la molécule et sur le droit d'accise. Je vous donne un exemple. Un particulier, aujourd'hui, s'il a un tarif de base, il va avoir un tarif aux alentours de 130 € du mégawattheure sur la molécule. Il va avoir des droits d'accise à hauteur de 30 € par mégawattheure. C'est-à-dire qu'en dehors de tous les autres frais et taxes, le prix de la molécule et les droits d'accise, ça représente 160 €. Donc, si vous allez voir un particulier et que vous lui proposez de lui vendre de l'électricité à 150 € du mégawattheure, vous lui ferez faire 10 € d'économie sur chaque mégawattheure consommé. Et vous arriverez à vendre une énergie à 150 € du mégawattheure, qui est beaucoup plus cher que les prix de soutien en obligation d'achat ou en appel d'offres simplifié. Chaque segment d'activité va avoir des prix de molécules et des droits d'accise qui vont être différents. Typiquement, si vous prenez un industriel ou un gros acteur tertiaire, moi je ne sais pas, un hôpital par exemple, souvent c'est des acteurs qui vont acheter la molécule d'énergie, le prix d'électricité assez faible parce que c'est des gros consommateurs, donc ils ont accès à des tarifs plus compétitifs que les particuliers ou les petits artisans, les petits commerçants. Mais ils vont également avoir des droits d'accise. Et par exemple, des entreprises du tertiaire, on peut avoir des prix entre droits d'accise plus prix de molécule entre 80 et 110 € du mégawattheure. Et donc là, il faudra faire une offre qui tient compte de leur prix de la molécule plus des droits d'accise et qui soit compétitif par rapport à ça. Et après, vous avez des dernières catégories qui vont être des industriels très, très énergivores qu'on appelle électro-intensifs, qui, eux, vont avoir en fait des réductions des droits d'accise qui vont être souvent soit très faibles, soit même pour certains d'entre eux à 0 €. Et dans ce cas-là, le prix de vente de l'électricité photovoltaïque ne se basera
que sur le prix de la molécule qu'il achète. Donc, il y a un premier travail pour se dire à quel prix on vend notre électricité, qui est de savoir combien est-ce que mes potentiels consommateurs la payent, molécules, droits d'accise inclus. Et après, évidemment, vous devez avoir un prix cible qui tient compte de tous les autres éléments qui font la rentabilité de votre projet, à savoir les taxes, les frais de gestion, l'amortissement de votre centrale. Est-ce qu'une partie des électrons ou tout ou partie des électrons sont vendus en autoconsommation collective, ou est-ce qu'il y a une partie qui est aussi vendue en surplus à un tarif plus bas. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de définir le prix de vente pour chacun de vos consommateurs. Et nous, par exemple, quand on développe des projets avec des agriculteurs, ce qu'on va conseiller, ce n'est pas forcément d'aller chercher un prix unique. On se dit, on dit que c'est 100 € du mégawattheure pour tout le monde, et puis on va voir ceux qui sont intéressés. Nous, on privilégie une approche où on va proposer une réduction par rapport à leur prix de facture, donc ça peut être 10%, ça peut être 15%, et où on intègre ce prix de la molécule et ses droits d'accise. Et en faisant comme ça, ça permet que tout le monde ait accès au même niveau d'économie, mais de pouvoir avoir un panel de consommateurs beaucoup plus large entre les professionnels, les particuliers et les collectivités locales. Et si, alors dans cette slide-là, on vous présente une analyse économique, alors évidemment simplifiée. L'idée, c'est de mettre en avant, par rapport aux dispositifs de soutien actuels, ce qu'on pourrait gagner en mettant en place de l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, sur le segment des petits projets, donc jusqu'à 99 kW-crête, 100 kW-crête, on va être sur une obligation d'achat où l'énergie vendue va être achetée seulement 11 € du mégawattheure. Donc, un projet de centrale de 100 kg réaliserait maintenant par an 1 100 € de chiffre d'affaires. Si la même centrale vendait l'électricité en autoconsommation collective, c'est ce que vous voyez sur la première ligne, à un prix moyen de 110 € du mégawattheure. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate et c'est ce qu'on arrive à réaliser avec des projets de petite taille, c'est-à-dire des projets qui vont jusqu'à 500 kW de puissance installée. Le chiffre d'affaires, c'est 11 000 € par an au lieu de 1 100 €. Donc évidemment, dans ce cadre-là très précis, l'autoconsommation collective permet un levier économique qui est très fort. Et si on regarde un autre projet type qui serait cette fois-ci 2 fois plus gros, donc un 200 kW-crête qui ferait 200 MWh par an d'électricité photovoltaïque vendue, si on va la vendre grâce à un dispositif de soutien de type appel d'offres simplifié, si on prend les dernières références, ça aurait permis de générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 000, un peu moins de 18 000 €. Et si on faisait ce même projet, mais en autoconsommation collective, on générait un chiffre d'affaires de 22 000 € par an. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a la chance d'avoir des consommateurs qui sont à proximité, on va avoir une fenêtre de prix de vente moyen aux alentours de 110 €, c'est-à-dire des acteurs à qui on va vendre à 90, d'autres à qui on va vendre à 130, mais en moyenne, la pondération de l'électricité vendue par rapport au prix d'achat des consommateurs, on arrive à créer des paniers moyens autour de 110 €. Et en réussissant à faire des paniers moyens autour de 110 €, on arrive à rapporter de la valeur économique sur les projets solaires et quasiment à retrouver les niveaux de rentabilité qu'on avait il y a 2-3 ans. Et c'est ça aujourd'hui pour nous l'intérêt, l'objectif qu'on voit dans les boucles d'autoconsommation collective, c'est aller chercher un niveau de rémunération qui permet toujours d'avoir de la rentabilité sur les projets, donc de soutenir l'émergence de nouveaux projets photovoltaïques, et en même temps remettre du sens, parce que entre l'ancien modèle où on vendait l'électricité sponsorisée à EDF, obligation d'achat, et ce nouveau modèle où on va vendre l'énergie localement, potentiellement à l'école de nos enfants, à la mairie, à l'entreprise locale qu'on connaît depuis toujours, ça remet aussi vachement de sens dans ces projets énergétiques.
Voilà sur le volet économique. Après, je vous donne 2 illustrations de projets en CUMA qu'on peut avoir. Mais est-ce que sur le volet économique, vous avez des questions avant que je clôture, enfin que je passe à la suite et que je clôture? Très bien. Et passons à la Si suite. j'en ai une là. En moyenne, pour un projet de 100 kW/crête, combien faut-il de ménages? Et peut-on externaliser la PMO? Alors, sur un projet de 100 mégawatts, alors j'ai pas le ratio habitant parce que ça va vraiment dépendre. Est-ce que vous avez des maisons individuelles? Est-ce que vous êtes sur des logements collectifs? Mais j'ai l'équivalent en restaurant. Il faut environ 5 restaurants partenaires pour développer une communauté énergétique de 100 mégawattheures par an. Et les consommations d'un restaurant, ça va être l'équivalent d'entreprises du tertiaire. Globalement, vous avez une distribution des consommations qui est très corrélée à la surface au sol des magasins ou des activités. Donc, on peut considérer qu'entre 3 et 8 participants, avec des entreprises locales et des bâtiments tertiaires, on est en capacité de valoriser 100 mégawattheures par an localement. Et peut-on externaliser la PMO? Donc, alors, il y a 2 sujets. Il y a le fait de se rattacher à une personne morale organisatrice extérieure, et c'est juste l'entité qui va porter la responsabilité juridique. Donc ça, vous avez effectivement la possibilité d'externaliser la PMO, donc soit en rejoignant une PMO existante. Typiquement, nous, c'est un service qu'on va proposer pour justement éviter qu'il y ait des contraintes administratives à supporter par les agriculteurs. Mais vous avez aussi plein d'autres organismes sur les territoires qui constituent leur PMO pour aussi faciliter l'émergence de projets individuels. Vous pouvez avoir la SEM énergie locale. Par exemple, dans Lyon, la SEM énergie de Lyon, elle a développé cette compétence PMO et pourrait vous mettre à disposition sa structure pour votre projet d'autoconsommation collective. Sur d'autres sur le prix aussi, hein, l'externalisation de la PMO. Et il y a aussi des structures comme des chambres d'agriculture aujourd'hui qui proposent. Donc, vous avez des acteurs publics, vous avez des acteurs privés. Donc, ça, vous arriverez à trouver un prestataire pour ça. Au niveau du prix, ça va être lié, ça après, à chaque politique d'entreprise. Vous avez des acteurs qui facturent la partie adhésion à la PMO, d'autres qui ne la facturent pas. Nous, par exemple, on ne facture pas l'adhésion à notre PMO, mais chaque entreprise, chaque partenaire qui pourra vous proposer cette prestation aura sa propre politique. Et après, il faut différencier quelque chose, c'est juste récupérer l'obligation légale de la PMO. Donc, quand nous, par exemple, on récupère que l'obligation légale, ce n'est pas quelque chose qu'on facture parce qu'on a une entité juridique qui a été pensée pour ça et en fait, ça ne nous occasionne pas de frais. Par contre, là où il y a de la facturation qui s'opère, c'est si vous demandez à ce qu'il y ait la gestion déléguée de votre opération d'autoconsommation collective. Donc, typiquement, si vous voulez que quelqu'un gère pour votre compte l'émission des factures tous les mois à l'ensemble des participants, le renouvellement des participants, le renouvellement de leur contrat, les obligations légales vis-à-vis d'Enedis, vis-à-vis de l'État. Ça, effectivement, c'est du travail administratif et vous allez avoir des prestataires qui vous proposent des prestations de gestion de votre opération d'autoconsommation collective. Et aujourd'hui, les tarifs que vous pouvez avoir en tête, encore une fois, ça va dépendre des différents prestataires, mais ça va de 5 € du mégawattheure vendu jusqu'à 12 € du mégawattheure vendu. Ça répond à vos questions? Super. Écoutez, on passe à la dernière partie et puis on finira par un petit temps d'échange. Au-delà de ces considérations sur le potentiel de nouveaux développements de projets solaires et de leur adéquation avec de l'autoconsommation collective, l'idée c'était de finir par un petit zoom autour des synergies qu'il pouvait y avoir avec les CUMA, qui est de notre point de vue une structure dont la philosophie marche bien avec le principe
de communauté énergétique et d'autoconsommation collective, puisque vous avez décidé à un moment de vous regrouper, de mutualiser des moyens financiers, humains et techniques, et que dans l'autoconsommation collective, on fait exactement la même chose, mais sur le volet de l'énergie. Et donc, l'idée, c'était de vous présenter 2 retours d'expérience sur lesquels on travaille aujourd'hui avec des CUMA, ou en tout cas, les CUMA ont été la porte d'entrée. Le premier, c'est un exemple de projet individuel avec un agriculteur qui a développé une centrale solaire avec un tarif de rachat sécurisé en S21 aux alentours de 95 € du mégawattheure. Et quand il a entendu parler de l'autoconsommation collective, il s'est demandé s'il n'y avait pas un levier économique à aller chercher en commercialisant l'électricité localement. Et aussi en se disant, en tout cas c'était sa volonté, de se dire, quitte à produire de l'énergie et de la vendre localement, autant en faire profiter mon écosystème le plus proche. Et donc sur ce projet-là, l'agriculteur qui a sa centrale, il va vendre une partie de l'électricité à ses voisins agriculteurs qui sont dans le périmètre et qui sont dans sa CUMA. Et les surplus, il va essayer d'en valoriser une partie aux entreprises et à la collectivité, et en ayant toujours ce backup, si jamais l'ensemble des électrons, l'ensemble de l'énergie photovoltaïque n'est pas vendu auprès des agriculteurs et des entreprises, de revendre à obligation d'achat à 95 € du mégawattheure. Donc ça, c'était le premier exemple d'un projet individuel. Et le deuxième exemple, c'est une réflexion autour de projets collectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait pouvoir développer de manière plus généralisée avec les CUMA. C'est de se dire qu'un collectif qui va regrouper une vingtaine d'agriculteurs coopérateurs dans cette CUMA pourrait ensemble mutualiser des outils de production, donc soit en investissant ensemble, soit en reprenant l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure, où c'est la CUMA qui investit elle-même dans des panneaux solaires, ou des agriculteurs qui ont chacun des centrales dans leur coin, mais qui décident de le regrouper au sein d'une même opération, et de vendre l'énergie à l'ensemble des autres agriculteurs de la CUMA. Et on rentrerait dans une forme de logique d'un projet d'autoconsommation fait par la CUMA pour la CUMA. Et on trouve que cette idée de projet collectif prend vraiment tout son sens avec des structures comme les vôtres. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce webinaire. Si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps d'échange, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question dans le chat à laquelle a répondu Mehdi, mais je te la repose pour savoir si tu as des précisions. De Delphine, sommes-nous limités à 100 kW crête? Exemple, 2 fois 100 kW crête sur le même site ou 2 sites différents, au lieu de 1 fois 200 kW crête. Et Mehdi a répondu, pas de limite pour l'opération d'ACC hormis les 5 MW crête. Alors, il y a une petite nuance à apporter à cette réponse. Effectivement, une opération d'autoconsommation collective peut regrouper collectivement jusqu'à 5 MW de puissance installée. Par contre, en tant que producteur, vous avez un intérêt à avoir systématiquement, au maximum sur une centrale, 999 kW crête de puissance installée, donc juste en dessous de 1 méga. Parce que tout à l'heure, quand je vous évoquais le fait que la construction du prix de vente se faisait sur le prix de la molécule plus les droits d'accise, en autoconsommation collective, en fait, on peut réinternaliser ces droits d'accise parce qu'on a une exemption de droits d'accise lors de la facturation. C'est-à-dire que si demain vous vendez à un particulier, il achète l'énergie à 130 €, il a des droits d'accise à 30 €, vous pouvez lui faire une proposition jusqu'à maximum 160 € si votre centrale est en dessous de 999 kW crête installée. Par contre, si vous installez une grosse centrale de 1 méga ou de 1 méga 5, donc supérieure à 999 kW crête, là, dans ce cas-là, il n'y a plus d'exemption de droits d'accise
Et donc, votre talon pour calibrer votre prix de vente se fera uniquement sur les 130 €. Vous ne pourrez pas réinternaliser les 130 € les 30 € par mégawattheure de droit d'assise. Ça s'excite dans le chat, j'ai un peu du mal à suivre. Il y a Léa qui précise en disant attention au raccordement basse tension ou haute tension, le prix du raccordement peut faire évoluer le prix s'il faut changer le transformateur ou raccorder au poste source. Donc, ça, c'est effectivement un autre sujet, c'est que selon la puissance de votre centrale, donc en gros, il y a deux régimes, en dessous de 250 kVA et au-dessus de 250 kVA. En dessous de 250 kVA, vous avez des droits d'accès au réseau, des coûts de raccordement qui sont plus favorables que si vous êtes sur des projets au-dessus de 250 kVA. Une question de Franck, comment connaître la saturation du réseau? Alors, pour connaître la saturation du réseau, le meilleur moyen, c'est de vous rapprocher du gestionnaire de réseau, donc de se rapprocher d'Enedis. Sur leur site internet, Enedis, ils ont développé une plateforme qui est accessible en ligne. J'avais pas vu, Mehdi l'a envoyé carte Donc, zone contrainte projet ENR. exactement, donc il y a ça, il y a Capa Réseau sur lequel vous pouvez vous renseigner. Après, bon, c'est des outils souvent qui sont utilisés par les professionnels qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Parfois, ça va plus vite d'appeler directement la personne en charge du développement des ENR côté gestionnaire de réseau sur votre territoire. Et Léa qui précise, pour finir sur cette thématique, des fois, vaut mieux faire 2 points de raccordement pour être en basse tension. Tout à fait. On a des experts du raccordement. Et Julie qui demande, dans l'exemple d'un projet de centrale un peu ancien qui souhaite faire de l'ACC, l'âge des panneaux a-t-il un impact sur la rentabilité et sur la pérennité du projet? Alors, sur les anciens projets, donc par exemple, imaginons une centrale qui arrive dans 2 ans au bout de ses 20 ans de tarifs d'obligation d'achat. Cette centrale-là pourra intégrer une opération d'autoconsommation collective à l'issue de la fin de son contrat d'obligation d'achat. Avant, elle ne peut pas l'intégrer. Une fois que c'est terminé, elle peut l'intégrer. Les panneaux solaires aujourd'hui, quand ils ont été construits, ils ont dû vous être donnés avec une garantie constructeur, peut-être de 20 ou 30 ans. Alors, ça dépend à quelle époque vous avez acheté vos panneaux. Mais aujourd'hui, il y a des installations qui ont 35 ans. Ils n'ont pas changé les panneaux et ça continue à produire. Évidemment, ça produit moins qu'au moment du démarrage, puisqu'il y a une usure des cellules photovoltaïques qui fait que la production baisse un petit peu tous les ans, mais vous avez réglementairement aucune obligation à changer vos panneaux. Vous pouvez tout à fait envisager de les amener à leur fin de vie en intégrant une opération d'autoconsommation collective. Merci. J'ai encore 2 questions. Une du GAEC Asdrubal. Pouvons-nous développer notre clientèle au fur et à mesure? Tout à fait. À partir du moment où vous avez un mécanisme de soutien, que ce soit l'obligation d'achat ou l'appel d'offres simplifié, vous allez sécuriser le fait que vous allez vendre tous les mois votre électricité à un prix convenu. Vous pouvez développer une communauté énergétique au fur et à mesure, démarrer l'année 1 avec 20% de l'énergie qui est vendue localement, l'année 2, vous montez à 50%, et puis l'année 3, vous commercialisez 100% de l'énergie. Vous commercialisez 100% de l'énergie auprès de consommateurs locaux. Vous n'avez pas d'obligation de volume minimum. Vous pouvez même démarrer en mettant vos locaux, votre ferme et celle de votre voisin. J'ai la réponse, mais je te laisse le plaisir d'y répondre. Delphine qui demande, accompagnez-vous uniquement les agriculteurs de votre région? Je suis du Cher. Nous ne sommes pas dans la région, de toute façon. Non, alors nous, effectivement, on travaille sur l'ensemble du territoire français. Donc, on accompagne les agriculteurs dans tous les départements. Donc, vous pouvez vous rapprocher de Mathilde, effectivement, pour récupérer nos coordonnées. On sera ravis de... Oui, il n'y a pas de souci. J'ai eu un coup de fil, mais vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. Il y a les standards sur le site de la Fédé Bourgogne-Franche-Comté pour me rappeler.
Et je vois une dernière question de Franck. Est-ce qu'il y a un ratio à respecter pour la puissance de la batterie? Effectivement, il y a des règles de dimensionnement qui sont à respecter. Le principal sujet avec un système de batterie, ça va vraiment être de regarder la rentabilité aujourd'hui de l'investissement d'une batterie par rapport à une boucle locale. Dans certains cas, ça se justifie complètement. Et ça va vraiment dépendre aussi de votre prix auquel aujourd'hui vous consommez l'électricité. Si votre idée, c'est de diminuer vos consommations et de maximiser votre autoconsommation individuelle. Mais je n'ai pas de règle générale à vous transmettre là. Il faut regarder les choses dans le détail. Est-ce qu'il vous reste des dernières questions? Et dans le cas contraire, écoutez, je vais vous libérer, vous remercier pour votre présence. Il y a Julie qui a une levé la main. question, oui. Allez-y, Julie. Pardon, Julien, j'écris pas assez vite. Je me demandais, selon vous, parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on entend parler d'ACC et qu'on se dit que pour les CUMA, effectivement, ça serait top. Selon vous, c'est quoi les freins ou peu de développement de projets en ACC en CUMA? Est-ce que vous avez, ou alors, question ouverte à vous ou à mes collègues du réseau d'ailleurs. Je vais apporter un élément de réponse et puis Mathilde pourra sûrement compléter. Oui. Nous, on est rentré en contact avec la fédération régionale, là, il y a à peu près 1 an, je pense, maintenant. Et on a eu l'occasion d'échanger avec les permanents côté innovation, avec les permanents qui sont sur le territoire et aussi avec certaines CUMA qui sont dans Lyon, avec qui on a fait plusieurs échanges, plusieurs présentations, et on s'est rendu compte que le sujet était… les gens avaient connaissance que l'autoconsommation collective, ça existait et ça se développait, mais n'avaient vraiment pas creusé le détail du sujet et la finesse des mécanismes. Et donc nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette filière, elle souffre de notoriété, elle souffre aussi de pédagogie autour du fait que l'autoconsommation collective, certes, c'est nouveau. Oui, il y a des éléments qui sont à structurer, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué ou complexe que le modèle d'avant. Ça, c'est la première analyse qu'on fait, c'est qu'il y a besoin d'évangéliser un petit peu l'ensemble des acteurs. Et vous dites, vous, aujourd'hui, qu'en tant que CUMA, vous en avez connaissance et vous trouvez que ce n'est pas très démocratisé. Dites-vous que dans les acteurs du solaire, c'est-à-dire tous les acteurs qui font du développement de projets d'énergie renouvelable, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas franchi le pas d'étudier ces projets-là. Donc les CUMA ne sont pas du tout en retard, c'est l'ensemble de la filière solaire, l'ensemble des porteurs de projets solaires qui aujourd'hui découvrent cette nouvelle façon de faire de l'énergie. Et en fait, c'est en train de s'accélérer, surtout parce que les tarifs d'achat ont baissé. À l'époque où les tarifs d'achat étaient élevés, c'était en fait très simple. Il suffisait d'obtenir les autorisations administratives. Les banques suivaient le financement parce qu'on avait un bon tarif garanti pendant 20 ans. Mais maintenant que ces bons tarifs garantis pendant 20 ans sont en train de disparaître, on cherche des nouvelles solutions et l'autoconsommation collective, effectivement, semble prendre tout son sens aujourd'hui. Très bien, merci. S'il vous reste des questions, il y a Mehdi. Ouais, plus qu'une question, c'était plutôt un complément aussi à ce que disait Julie. Un autre point qu'on a vu, en plus du fait effectivement d'évangéliser que la filière effectivement a pris son temps car elle préférait plutôt sur la logique d'appel d'offres. En vrai. Nous, il y a aussi, on a une difficulté à trouver notre place, notamment parce que on n'a pas assez bien évangélisé sur le sujet, dans les opérations d'ACC, entre la Fédé en elle-même, la CUMA, les autres consommateurs, est-ce qu'on a le droit de le faire, etc. Et ça demande un peu plus d'expertise que nous, on essaie de faire, hein, et que le courant aussi d'ailleurs, mais je pense que c'est une raison aussi pourquoi le réseau entier ne s'est pas positionné fortement dessus, sans parler après de l'inertie, parce que c'est un réseau associatif, donc il y a beaucoup d'instances de décision avant de faire ce genre d'action. Voilà. Merci Mehdi pour ce complément. Écoutez, il est 12h30. La FR CUMA de région Bourgogne-Franche-Comté nous avait donné comme objectif cet horaire. Donc moi, je vous remercie pour votre participation, pour vos questions. Et, moi aussi. Merci pour les échanges et la présence. Et très bonne journée à tous. Merci beaucoup.
et à bientôt. Au revoir. Au revoir.